Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 49e semaine de 2024, la vie de l'Union relate le premier voyage diplomatique d'Antonio Costa et Kaja Kallas, la fin des négociations pour l'accord avec le Mercosur, l'abaissement de la protection du loup en Europe et la commission santé qui deviendra une commission à part entière au Parlement européen. Dans le club des 27, la Roumanie voit l'extrême droite progresser et la présidentielle annulée. L'Irlande voit la coalition sortante confirmer son assise lors des législatives anticipées. La Bulgarie pourrait perdre beaucoup d'argent à cause de la crise politique. Et l'Allemagne voit la législative mettre l'Ukraine au cœur des débats et des manifestations pour la libéralisation de l'avortement. Et chez nos chers voisins, les manifestations pro-européennes continuent en Géorgie et l'Islande voit une percée des pro-européens lors des législatives anticipées. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Internationale, première visite officielle à Kiev pour Costa et Kallas. Antonio Costa a été investi vendredi 29 novembre président du Conseil européen, institution chargée de trouver des compromis entre les exécutifs des États membres et de donner les grandes priorités politiques à la Commission. Il succède donc à Charles Michel, dont le mandat a été mouvementé, entaché par le manque de courtoisie envers Ursula von der Leyen en Turquie, où il n'y avait qu'un siège pour deux, et ses coûteux voyages aux frais du contribuable européen. La guerre ouverte entre Charles Michel et Ursula von der Leyen rendait les discussions très difficiles entre les deux institutions. Pour sa prise de fonction, il s'est rendu à Kiev en compagnie de la haute représentante aux affaires étrangères, statutairement vice-présidente de la Commission, Kaja Kallas, mais aussi de la commissaire à l'élargissement, Marta Kos, toutes les deux confirmées 2 jours plus tôt que lui par le Parlement européen. Un moyen de réaffirmer le soutien de l'Union européenne avec une commission fraîchement renouvelée, mais aussi de montrer l'unité entre les institutions supranationales et intergouvernementales. Il était question bien sûr du soutien à l'Ukraine, mais aussi de l'après et notamment de l'intégration à l'Union européenne. Ils arrivent dans un contexte où Donald Trump veut régler la paix en 24 heures, un contexte qui force Volodymyr Zelensky à changer de discours et à ouvrir la porte à une paix et à des concessions territoriales. Mais il l'affirme, si plan de paix il y a, il veut des garanties de sécurité et notamment que les forces de l'OTAN stationnent dans son pays. Ils arrivent aussi après que la Commission ait promis une aide de 18 milliards d'euros issue des avoirs gelés russes. Kaja Kallas a évoqué le déploiement de troupes en Ukraine, une idée qui germe aussi dans le plan de paix de Donald Trump, mais aussi en France et au Royaume-Uni, qui réfléchissent à envoyer des soldats en cas d'armistice pour garantir la sécurité des Ukrainiens et faire respecter le cessez-le-feu, ce qui n'a jamais été fait par les Russes lors des différents accords de Minsk. Elle a indiqué que l'Ukraine reste quoi qu'il en soit souveraine dans la marche à suivre, dans la poursuite ou non de cette guerre, et que l'Union européenne sera à ses côtés, quelle que soit la décision prise. Kaja Kallas s'est elle aussi positionnée en faveur du stationnement des forces de l'OTAN en Ukraine, et que cette dernière soit invitée à entrer dans l'organisation, mais les diplomates de l'OTAN répètent qu'un tel mouvement franchirait une ligne rouge russe et que les membres de l'OTAN ne souhaitent pas être emmenés dans une guerre conventionnelle. Elle compte aussi sur les discussions que l'UE aura avec Donald Trump, dont les plans ne paraissent plus aussi simples que pendant la campagne. Reste aussi que le soutien des Européens s'est affaibli depuis le début de la guerre et que les élections nationales ont porté au pouvoir ou renforcé des partis qui sont des partisans de la Russie. International encore, Ursula von der Leyen en Uruguay pour signer la fin des négociations avec le Mercosur. Ce serait donc la fin de 25 ans de négociations? Ursula von der Leyen s'est rendue vendredi 6 décembre à Montevideo, la capitale de l'Uruguay, pour assister au sommet du Mercosur. À peine réinvestie présidente de la Commission européenne, elle voulait marquer le coup politiquement. Depuis un an, les tractations semblent arriver au bout. Mais la France posait déjà des conditions comme les clauses miroirs au début de l'année 2024 pour répondre à la grogne des agriculteurs, et Emmanuel Macron a promis qu'il ne signerait pas le texte en l'état. Mais d'un autre côté,
L'Allemagne, qui fourmille de PME et TPE, mais qui dispose aussi des plus grosses industries européennes, voit d'un bon œil l'ouverture d'un marché aussi important que le Mercosur. L'enjeu est aussi d'éviter que les concurrents chinois ne tirent profit du retrait de l'Union européenne. La Chine aurait la mainmise commerciale sur l'ensemble du globe. Même si la présidente de la Commission ne s'est pas rendue en Uruguay pour signer l'accord, c'était le moment d'envoyer un signe et le positionnement de la Commission est clair. Cet accord de libre-échange boosterait l'économie européenne en berne ces derniers temps. Un moyen de s'affranchir d'Emmanuel Macron, qui lui avait permis de prendre la présidence de la Commission en 2019 et qui est en délicatesse politique depuis la dissolution en juin. Elle a déclaré que ce serait une opportunité énorme pour les PME et les TPE et que les agriculteurs bénéficieraient de compensations dans le cas où l'accord serait signé. Elle acte la fin des négociations et c'est ce texte-là qui devrait passer au vote du Conseil autour du 20 décembre. Mais la France n'est plus seule, la Pologne l'a rejointe dans son opposition, accompagnée de l'Autriche et de l'Italie. La Belgique et les Pays-Bas ont fait part de leurs doutes mais n'ont toujours pas pris position. Les chances de bloquer l'accord se sont renforcées et la minorité de blocage peut être potentiellement atteinte. Affaire à suivre dans les prochains jours, les États membres pourraient bien affirmer leur opposition au texte final. Environnement. La Convention de Berne acte l'abaissement de la protection du loup. Mardi 3 décembre, le comité permanent de la Convention de Berne relative à la protection de la vie sauvage a approuvé l'abaissement de la protection du loup sur le territoire du Conseil de l'Europe sur proposition de l'Union européenne. Une proposition émise par la Commission en décembre 2023 pour faire passer le statut du loup de strictement protégé à protégé, permettant l'abattage de loups selon certaines conditions. Les 27 avaient approuvé la proposition en septembre. Désormais, le Conseil de l'Europe a voté pour l'abaissement du statut de protection du loup. C'était une demande des éleveurs qui voient leur cheptel de plus en plus attaqué. Certains députés européens ont accusé Ursula von der Leyen de mener une vendetta personnelle puisque l'un de ses poneys a été tué par un loup en septembre 2022. Les rapports de la Commission ne justifient d'ailleurs pas un abaissement du statut, aucun être humain n'ayant été attaqué lors des 40 dernières années, et le loup ne cause que 0,06% des pertes de bétail dans l'Union. Des ONG et des experts mettent en garde sur l'abaissement de la protection, puisque les populations de loups commençaient à peine à sortir de la menace d'extinction, ce qui en fait encore une population fragile, mais aussi que l'abattage d'un chef de meute pourrait démultiplier les phénomènes d'attaque, puisque la meute serait désorganisée. Après ce changement au Conseil de l'Europe, l'Union européenne doit réformer la directive Habitat. Il fait peu de doute que le PPE et les partis d'extrême droite européens vont s'empresser de voter en faveur du texte, profitant ainsi de la colère des agriculteurs et des éleveurs. Les spécialistes parlent même d'un précédent négatif, puisque cela pourrait justifier l'abaissement de la protection d'autres espèces, comme l'ours, qui ont eux aussi été réintroduits un peu partout en Europe pour pérenniser l'espèce. Le cormoran et le lynx seraient aussi menacés. Parlement européen. La commission santé devient une commission parlementaire à part entière. C'était en discussion depuis cet été, mais cette fois ça y est. La commission santé devrait avoir son indépendance au sein du Parlement européen. Alors qu'elle était auparavant une sous-commission placée sous l'autorité de la commission environnement, elle aura désormais son existence à part entière. Mardi 3 décembre, les parlementaires européens ont trouvé un accord pour que la commission santé soit une commission de plein exercice. Un accord qui existait déjà lors des tractations cet été entre les différents partis, mais il fallait régler les derniers détails et l'audition des commissaires avait retardé le processus. La commission santé se chargera des questions de santé publique et des produits pharmaceutiques et cosmétiques. Mais elle concède la sécurité alimentaire à la commission environnement et la santé et la sécurité des professionnels à la commission emploi et affaires sociales. La création de la commission doit être approuvée lors de la prochaine plénière, la semaine du 16 décembre. Cette nouvelle commission sera aussi un nouveau terrain de bataille entre les différents groupes politiques de l'Assemblée.
Les socialistes craignent que la santé ne vire complètement à droite. Le commissaire Varhelyi est un fidèle d'Orban et le dernier président de la sous-commission santé, Adam Jarubas, eurodéputé polonais de la plateforme civique, membre du PPE, est favori pour rempiler. Les socialistes craignent que les propositions qui émaneront de la commission santé ne s'applaquent aux soins des femmes et des personnes LGBTQIA+. La question de la redistribution des députés entre la commission environnement et la commission santé pourrait bien perturber le lancement de cette nouvelle commission. Passons désormais au club des 27. Roumanie. Confirmation de la percée de l'extrême droite aux législatives, la présidentielle annulée. Le premier tour des élections législatives avait lieu le dimanche 1er décembre en Roumanie, une semaine après le coup de tonnerre du premier tour de la présidentielle et le score énorme du candidat nationaliste Călin Georgescu, qui n'était encore qu'un sombre inconnu quelques jours auparavant. La percée de l'extrême droite se confirme, même si les législatives rendent cette vague beaucoup plus dispersée du fait du scrutin proportionnel et du morcellement de l'extrême droite. Le parti social-démocrate du Premier ministre sortant, Marcel Ciolacu, finit en tête avec environ 23% des voix, devant le parti d'extrême droite Alliance pour l'unité des Roumains de George Simion, qui obtient 18% des voix. Le parti Union Sauver la Roumanie d'Elena Lasconi récolte 11,88% des voix. Les petits partis d'extrême droite SOS Romania, dirigés par la pro-Kremlin Diana Sosoaca, et le tout nouveau parti de la jeunesse s'en sortent respectivement avec 7,48% et 6,15% et feront leur entrée au Parlement. Marcel Ciolacu a souhaité rassurer après les résultats en disant souhaiter une coalition entre centre-gauche et centre-droit, rassemblant le Parti social-démocrate, le Parti national libéral, l'Union Sauver la Roumanie et l'Union démocrate des Magyars de Roumanie. Reste que des questions demeurent sur cette percée soudaine de l'extrême droite. L'Alliance pour l'unité de la Roumanie grappillait des parts de marché électorales depuis quelque temps et les européennes les avaient récompensées. Mais aujourd'hui, l'ensemble des partis d'extrême droite pèsent presque un tiers des votes aux législatives, soit le double. Reste la présidentielle. La semaine dernière, je vous disais que la Cour constitutionnelle ordonnait le recomptage des voix du premier tour. À l'issue de ce recomptage, la Cour constitutionnelle a validé lundi 2 décembre les résultats du premier tour. Les enquêtes se multiplient pour faire la lumière sur ce que l'on suspecte d'être une ingérence russe, puisque la Roumanie est un pays déterminant dans la stratégie d'aide à l'Ukraine et dans la défense de l'OTAN. Elle accueille plusieurs bases de l'OTAN et devrait ouvrir la plus grande base de l'OTAN à Constanța, sur les bords de la mer Noire. Les États-Unis y ont stationné un bouclier antimissile et la France y dirige une force d'intervention rapide. Même si Georgescu se défend d'un soutien de la Russie, le président Klaus Iohannis a décidé de déclassifier l'enquête du Conseil de sécurité roumain concernant les ingérences russes et il est clair que TikTok a été manipulé artificiellement pour avantager Călin Georgescu. Des comptes inactifs depuis 2016, année de création de TikTok, se sont subitement mis en marche. Călin Georgescu nie avoir été à l'origine d'une quelconque manœuvre et accuse ses adversaires de vouloir le discréditer. Pour le deuxième tour, Marcel Ciolacu a apporté son soutien à Elena Lasconi dans l'optique du second tour de la présidentielle, tout comme le Parti national libéral. Elle a même reçu le soutien en vidéo de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili et de Maia Sandu, la présidente moldave, qui dispose aussi d'un passeport roumain. Malgré tout, Georgescu était crédité de 58% des intentions de vote. Mais vendredi, coup de théâtre, la Cour constitutionnelle annule les résultats du premier tour après la déclassification des ingérences russes constatées. À 2 jours du deuxième tour, c'est une décision jamais vue. Elena Lasconi a dénoncé l'annulation du second tour comme détruisant l'essence même de la démocratie. Le leader d'extrême droite George Simion parle d'un coup d'État, tout comme Călin Georgescu lui-même. Seul satisfait, Marcel Ciolacu, qui a déclaré que c'était la plus sage des décisions. Une décision qui pourrait lui permettre de gagner la présidence à rejouer.
La Cour constitutionnelle charge le prochain gouvernement de fixer un nouveau calendrier pour la prochaine élection présidentielle. Samedi 7 décembre, la police roumaine a mené des perquisitions dans la ville de Brașov, dans le centre du pays, pour une suspicion de corruption d'électeurs, de blanchiment d'argent et de falsification informatique. Un individu de cette ville serait impliqué dans le financement illégal de campagne. Côté européen, la Commission européenne a ordonné à TikTok de conserver les données liées aux élections entre novembre 2024 et mars 2025 dans le cadre du Digital Services Act. C'est la première fois que la Commission déclenche ce mécanisme. Un moyen de pouvoir analyser les risques systémiques qui pèsent sur les échéances électorales. Irlande, le centre droit reconduit aux législatives anticipées. Début novembre, alors que le Dáil, le Parlement irlandais, venait d'adopter le budget 2025, c'était l'opportunité pour le Premier ministre Simon Harris de convoquer des élections législatives anticipées, lui qui avait récupéré le poste après que Leo Varadkar démissionne de son poste de leader du Fine Gael et par conséquent du poste de Premier ministre. Simon Harris était l'unique candidat à sa succession et s'est retrouvé Premier ministre le 9 avril 2024. Après un peu plus de 6 mois, il a décidé de passer à l'épreuve du vote de l'ensemble des Irlandais. Vendredi 29 novembre était le moment de vérité, mais la complexité du système de vote unique transférable rend le décompte bien plus long que dans le système majoritaire ou proportionnel traditionnel, où le décompte des votes suffit avec un prorata appliqué à la proportionnelle selon les règles choisies. Dans le système du vote unique transférable, on classe les candidats dans notre ordre de préférence, et si le premier candidat choisi est éliminé, sa voix part au deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le quota nécessaire soit atteint. Pour donner une idée de la durée du dépouillement, lundi matin, 162 des 174 sièges étaient attribués. Le Fianna Fáil, membre de Renew Europe au niveau européen, plus grand parti du pays, restait favori, alors que le Fine Gael, membre du PPE, bien que son partenaire de coalition est aussi son principal rival, devait regarder derrière lui, menacé par le Sinn Féin, membre de la gauche européenne, parti de gauche révolutionnaire, partisan d'une Irlande unie. Mais ce ne sont pas les trois seuls partis, bien qu'ils représentent une quantité considérable de députés, avec 2/3 des sièges à eux trois en moyenne. Beaucoup de petits partis indépendants ont vu le jour, faisant parfois campagne sur un seul sujet. Finalement, la coalition sortante ressort renforcée de ces élections. Le Fianna Fáil obtient 48 sièges, le Fine Gael 38, ce qui représente un écart plus grand que lors de la dernière législature. Les deux obtiennent plus de sièges qu'en 2020. Le Fianna Fáil en ressort renforcé, mais ce n'est pas pour autant qu'il pourra se passer du Fine Gael, ni lui imposer plus de conditions à l'établissement d'une nouvelle coalition. Le Sinn Féin obtient 39 sièges et passe devant le Fine Gael. Le Sinn Féin remonte la pente après des européennes très décevantes. Pour autant, il devrait passer cette législature dans l'opposition, puisque ni Michael Martin ni Simon Harris n'ont consenti à faire coalition avec le parti de Mary-Lou McDonald. Il ne manque que le soutien de 2 députés dans le cas où le Fianna Fáil et le Fine Gael referaient équipe pour qu'une nouvelle majorité puisse voir le jour. 16 députés indépendants pourraient monnayer leur soutien contre une promesse que leur proposition fasse partie du contrat de coalition. Les Verts, qui étaient partenaires de coalition sortant, se sont effondrés et n'ont réussi à conserver qu'un siège sur les 12 dont ils disposaient il y a encore un mois. Il est maintenant le temps des tractations et il reste au Fianna Fáil et au Fine Gael à trouver la bonne formule pour les 5 prochaines années, sauf si des élections anticipées ont lieu. Bulgarie, une instabilité gouvernementale qui coûte cher. La Bulgarie attend toujours le versement de sa deuxième tranche d'aide européenne issue du plan de relance européenne Next Generation EU. Cette aide de 653 millions d'euros ne peut être versée puisque la Bulgarie n'a pas mis en place les réformes nécessaires
qui conditionne l'aide. La Commission européenne a déclaré dans un communiqué que la suspension du versement durerait 6 mois, à moins que la Bulgarie ne passe les réformes demandées dans les secteurs de l'énergie, de la lutte contre la corruption et des marchés publics, ce qui paraît fort improbable. La Bulgarie a un droit de réponse pendant 1 mois pour répondre à l'évaluation préliminaire de la Commission. Un coup dur qui pourrait avoir 2 conséquences plus graves pour la Bulgarie. Un trou dans son budget qui pourrait creuser le déficit puisque l'aide européenne était prévisionnée pour 2024, et si le déficit dérape, la Bulgarie pourrait voir son entrée dans la zone euro retardée alors que la Bulgarie avait pour objectif de la rejoindre en 2025. Et vu le chaos politique, du pays, qui a déjà connu 2 élections législatives cette année, qui ont encore plus morcelé le paysage politique bulgare, il est improbable que le pays n'avance sur les réformes dans les 6 mois à venir. La Bulgarie a droit à 5,69 milliards d'euros du plan Next Generation EU, mais vu le retard pris, il est possible que la Bulgarie passe à côté de 4,3 milliards d'euros, la faute à sa crise politique chronique depuis 4 ans. La crainte de l'augmentation du prix de l'électricité, bien exploitée par la propagande russe en Bulgarie, bloque la libéralisation du marché de l'énergie, mais aussi l'investissement dans des infrastructures plus durables. La Bulgarie n'a toujours pas de feuille de route sur sa neutralité carbone qui doit mener à la fermeture des centrales à charbon d'ici 2038. La nouvelle commission anticorruption est à l'arrêt et la Bulgarie n'a toujours pas communiqué sur son plan d'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. La ministre des Finances bulgare, Lyudmila Petkova, alerte sur les conséquences tragiques qu'aurait la perte de ces aides européennes. Allemagne. Le soutien à l'Ukraine, premier champ de bataille de la campagne des législatives. Lundi 2 décembre, Olaf Scholz surprenait son monde en arrivant par le train de nuit à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'occasion pour le chancelier de se poser encore une fois comme le meilleur soutien européen à l'Ukraine, l'Allemagne étant la première contributrice européenne d'aide à l'Ukraine, aussi bien au niveau matériel que financier, deuxième au niveau mondial, derrière les États-Unis. L'Allemagne a fourni pour 28 milliards d'euros d'équipements militaires et une prochaine tranche d'aide de 650 millions d'euros devrait être débloquée en décembre. Malgré tout, en Allemagne, il est très critiqué par l'opposition pour sa prudence démesurée, notamment au sujet des missiles Taurus qu'il refuse d'envoyer en Ukraine. Le leader de la CDU, Friedrich Merz, favori des sondages, a promis d'envoyer les Taurus à l'Ukraine si les attaques contre les civils ukrainiens se poursuivent. Il a été suivi par le leader des Verts, Robert Habeck, pourtant membre de la dernière coalition, qui fait peut-être le choix de se rendre CDU compatible. Puis Friedrich Merz est revenu sur sa déclaration, niant qu'il s'agissait d'un ultimatum adressé à la Russie. Mais il a réaffirmé qu'il souhaitait lever les restrictions géographiques d'utilisation des missiles et livrer les Taurus. Et lors du débat parlementaire sur les législatives anticipées, il a simplement évité la question, ce qui laisse penser que la CDU n'a pas un positionnement si différent que le SPD sur l'aide à l'Ukraine. Les résultats des dernières régionales pourraient être à l'origine de ce revirement, la CDU cherchant à composer des gouvernements régionaux avec l'alliance Sarah Wagenknecht, fermement opposée à l'aide à l'Ukraine. Olaf Scholz fait le choix de se poser en chancelier de la paix, une position d'équilibre entre un soutien à l'Ukraine, mais aussi en distillant son discours sur la paix, un discours qui s'est amplifié depuis la victoire de Donald Trump, qui marque le retour de l'homme d'affaires américain à la Maison-Blanche en janvier 2025, lui qui a promis de sceller la paix en 24 heures entre l'Ukraine et la Russie. Volodymyr Zelensky lui a rappelé qu'il avait besoin d'armes et de munitions et d'une diplomatie occidentale plus unie et forte pour parvenir à une paix juste. Les valses hésitations d'Olaf Scholz sont mal perçues par l'Ukraine, comme sa prudence rhétorique pour satisfaire sa base pacifiste et l'appel à Vladimir Poutine qui ne fait que donner du crédit au maître du Kremlin.
Les Allemands le soutiennent globalement sur la question des Taurus, avec 61% contre l'envoi des missiles, un soutien qui culmine à 76% en ex-Allemagne de l'Est. Allemagne encore, des manifestations pour la libéralisation totale de l'avortement. À Berlin et à Karlsruhe, ville où siège la Cour constitutionnelle allemande, des milliers de manifestants, en majorité des manifestantes, ont défilé pour la suppression de l'article 218 du Code pénal allemand, autrement dit pour la dépénalisation de l'avortement. En Allemagne, ce sont 100 000 avortements qui sont dénombrés chaque année. En Allemagne, l'article 218 criminalise encore l'avortement sous certaines conditions. Toute personne souhaitant se faire avorter doit passer par une consultation obligatoire, la plupart du temps pour tenter de lui faire changer d'avis. Une pratique qui vise à les culpabiliser, qui revient à limiter de facto le droit à l'avortement. Les manifestations avaient pour but de demander la fin de la politique de culpabilisation. Un sujet qui pourrait bien devenir un thème de campagne, puisque les sociodémocrates et les écologistes ont déjà pris position dans le sens de la dépénalisation dans le cadre de la coalition gouvernementale. Mais la chute précipitée de la coalition et l'organisation des élections anticipées font que c'est un acte manqué. D'après l'Institut Força, dans son sondage du mois de novembre, 74% des personnes interrogées étaient favorables à la dépénalisation. Une occasion aussi de rappeler que l'initiative citoyenne européenne Ma Voix, Mon Choix est proche du million de signatures nécessaires pour pouvoir être soumise à la Commission européenne. Pour soutenir cette initiative, rendez-vous sur le site Ma Voix, Mon Choix qui vous redirigera sur l'initiative citoyenne européenne. C'est simple et rapide, il suffit juste d'être citoyenne de l'UE et d'être en âge de voter. L'initiative a pour but de garantir l'accès à l'avortement sûr et abordable financièrement pour toutes les citoyennes européennes. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Géorgie. Les manifestations pro-européennes se poursuivent, la répression monte crescendo. Depuis jeudi 28 novembre, les Géorgiens défilent pour dénoncer la décision du Premier ministre Irakli Kobaridze de renoncer à toute évolution dans l'adhésion à l'UE jusque 2028 pour, je cite, éviter le chantage de l'Union européenne. Une décision qui a donné un nouvel élan aux manifestations dans le pays, 80% des Géorgiens se prononçant en faveur d'une appartenance à l'Union européenne. Des manifestations qui avaient timidement commencé au lendemain de l'élection du 26 octobre pour dénoncer des élections truquées par le pouvoir, l'opposition n'apparaissant plus unie et les citoyens semblant globalement accepter leur destin. Seuls des petits groupes désordonnés continuaient de contester les élections, attendant aussi la décision de la Cour constitutionnelle. Les résultats des législatives a été entériné par la Cour constitutionnelle, malgré les conclusions des observateurs internationaux. La commission électorale géorgienne a annulé le mandat de tous les députés d'opposition. Le Parlement est désormais composé d'un parti unique, le Rêve géorgien. Le week-end du 30 novembre au 1er décembre était pivot. Si la mobilisation s'essoufflait, c'était le risque de voir le mouvement se terminer. Mais ce n'était pas du tout le cas. Les manifestations étaient de plus en plus fournies dans les grandes villes du pays, comme Batumi, Gori, Zugdidi et Kutaïsi. Les Géorgiens réclament toujours de nouvelles législatives, mais le Premier ministre a insisté dimanche 1er décembre sur le fait que ce n'était pas dans les plans du gouvernement. Malgré la répression qui s'accentue contre les manifestants, la dynamique ne faiblit pas. Pire, des hauts fonctionnaires ont signé une lettre contre la politique du gouvernement. Des grands patrons se sont aussi exprimés contre la dérive du pouvoir en place. L'attaquant vedette de la sélection et de Naples, Hrvica Kvaratskhelia, a exprimé sa sympathie pour le camp européen, tout comme son coéquipier en sélection et gardien de Liverpool, prêté actuellement à Valence, Giorgi Mamardashvili. Des ambassadeurs géorgiens ont démissionné aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Bulgarie et en Lituanie. La police fait usage d'une force disproportionnée à l'encontre des manifestants pacifiques en allant à la confrontation directe,
mais aussi en faisant un usage dangereux des gaz lacrymogènes à bout portant et en utilisant des canons à eau face à des manifestants qui ne démontrent aucune intention violente à l'égard de la police, ce qui a fini par justifier l'usage de mortiers d'artifice et de lasers par les manifestants par la suite. Les journalistes sont particulièrement visés pour éviter que les images des manifestations ne parviennent aux citoyens géorgiens, mais aussi à l'étranger. Les manifestations réagissent en documentant au maximum les manifestations avec leur smartphone. Comme on a pu l'observer en 2020 en Biélorussie, chaque manifestant devient un journaliste et les chaînes Telegram servent à mobiliser, mais aussi à partager les informations et démontrer le soutien réciproque. Mercredi 6 décembre, la police a perquisitionné plusieurs bureaux de partis de la coalition pour le changement, la coalition qui rassemble les partis d'opposition. La police a effectué ces perquisitions sans mandat, donc sans base légale. Nika Gvaramia, leader du parti Achalia, a été molesté par la police et a été transporté inconscient jusqu'à la voiture de police. On observe de plus en plus d'hommes qui ne portent aucun uniforme, qui ne semblent même pas être proches de la police, venir se mêler aux manifestants pour les intimider et s'en prendre à eux. Le Premier ministre se réfugie dans un discours où il refuse de négocier avec l'opposition et qu'il considère ce mouvement comme une ingérence extérieure, sans preuve, sans pour autant nommer l'Union européenne et les États-Unis, mais c'est ce qui transparaît dans ses propos depuis des mois avec sa rhétorique du Parti mondial de la guerre qui vise globalement l'Occident. Il menace les fonctionnaires de licenciement s'ils se joignent au mouvement de contestation. Il a fait saisir et mettre sous scellé tous les mortiers d'artifice du pays et a fait construire une muraille métallique qui entoure désormais les entrées du Parlement géorgien, alors que des manifestants sont juste devant chaque soir. La Cour constitutionnelle, loyale au pouvoir en place, a déclaré mardi 3 décembre refuser d'invalider les élections du 26 octobre. Du côté de la répression des manifestants, le défenseur public géorgien, l'équivalent du défenseur des droits français, ou le médiateur dans d'autres pays, a annoncé 188 cas de violence policière sur 260 détenus. Il a qualifié la violence à l'encontre des manifestants d'expédition punitive et dénombre plusieurs actes de torture lors d'arrestations ou des détentions de manifestants. Le défenseur public dénombre plus de 300 interpellations, mais c'est un chiffre qui est peut-être minoré par rapport aux chiffres réels, le ministère de l'Intérieur n'ayant aucune raison d'être sincère dans ses déclarations. De son côté, le commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a dénoncé un usage disproportionné de la force à l'encontre des manifestants. En Ukraine, Volodymyr Zelensky a annoncé l'adoption de sanctions à l'égard de 19 responsables géorgiens, dont le Premier ministre Irakli Kobaridze et l'oligarque Bidzina Ivanishvili, prenant le relais des pays baltes qui ont annoncé les sanctions dès lundi. Samedi 7 décembre au soir, les manifestants ont été attaqués par des hommes au visage masqué et les visages ensanglantés des manifestants se font toujours plus nombreux. Islande, percée inédite des partis pro-Union européenne aux législatives anticipées. Dimanche 1er décembre, à l'instar des Irlandais, les Islandais se rendaient aux urnes après que le Premier ministre Bjarni Benediktsson, leader du Parti de l'Indépendance, parti libéral conservateur, a mis fin à la coalition avec le mouvement Gauche Vert et le parti de centre-droit, le Parti du Progrès, mi-octobre, après un gros désaccord sur la question de l'asile, mais aussi sur la diplomatie et sur les énergies. Et c'est l'Alliance social-démocrate menée par Kristrún Frostadóttir qui termine en tête avec 20,8%, suivi par le Parti de l'Indépendance avec 19,4%, le pire score de l'histoire du parti. Le parti centriste Réforme libérale termine en troisième position avec 15,8%. Le mouvement Gauche Vert s'effondre à 2,3% et ne sera pas au Parlement, et le Parti du Progrès passe de 17,3% en 2021 à 7,8%. L'enseignement de ce scrutin est qu'il porte en tête les partis pro-Union européenne qui pourraient déboucher, si les deux partis s'entendent pour former une coalition, à un référendum pour savoir si, oui ou non, les Islandais veulent entrer dans l'Union européenne.
Les Islandais font déjà partie du marché unique grâce à leur adhésion à l'Alliance européenne de libre-échange. Mardi 3 décembre, la présidente islandaise Hella Thomasdottir a donné à Kristrún Frostadottir, chef de file de l'Alliance sociale-démocrate, le mandat de former un nouveau gouvernement. Il lui reste à convaincre 32 députés de la rejoindre pour former une coalition au Parlement islandais. Elle semblait confiante au sortir de sa rencontre avec la présidente. Le Parti du Peuple, un parti populiste de gauche, s'est dit prêt à rejoindre la coalition si la défense des droits des personnes âgées et des personnes en situation de handicap faisait partie du contrat de gouvernement. Ce qui pourrait les empêcher de rejoindre la coalition, c'est leur euroscepticisme. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 49e semaine européenne de 2024. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.